À la une de cette édition des formations, le Cameroun développe son potentiel gazier. Le chef de l'État a procédé ce 15 novembre 2013 à l'inauguration de la première usine de production onshore du gaz naturel du pays. La cérémonie qui s'est déroulée à Dokpassi a vu la venue de plusieurs milliers de personnes dans ce quartier à la lisière de la zone industrielle de Douala-Bassa. Et dans cette édition, nous prendions la région de l'extrême nord, où un prêtre de nationalité française a été enlevé par les adeptes de la secte islamique Boko Haram. C'était dans la nuit du 13 au 14 novembre 2013, aux environs de 2 h du matin. Georges Van der Broek est âgé de 43 ans. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur 44. Bienvenue au journal. C'était donc l'actualité majeure, le chef de l'État qui poursuit son séjour dans la capitale économique du Cameroun. Et aujourd'hui était au devant de la scène Victoria Olangaz, qui a coupé son ruban, l'entreprise britannique et qui détient au Cameroun 95% des parts du projet de Logbaba dans la périphérie de Douala, la capitale économique du pays, a donc été inaugurée ce 14 novembre 2013 par le chef de l'État. Cette usine à gaz constitue aujourd'hui une révolution industrielle sur la voie de l'émergence et de l'économie nationale. Une histoire qui nous est contée ici par Donald Anouzoa. Il faut aller chercher dans les annales de l'histoire pour faire connaissance avec le champ gazier de Logbaba. La découverte du gaz ici est faite entre 1955 et 1957 par la société Elf qui prospectait du pétrole. L'absence du marché pour le gaz à cette époque a conduit à la scellée des puits. L'essor technologique du 21e siècle aidant, deux puits de gaz, chacun de 3000 mètres de profondeur, seront forés en 2010 avec des réserves de gaz évaluées à 49 milliards de pieds cubes par la société Rodeo Development. En avril 2011, l'obtention du décret d'exploitation signé par le président Paul Biya va permettre l'exploitation commerciale de cette découverte. En 2012, débutera la construction de la centrale de production à gaz sous pression et 20 km de gazoduc construit autour de la ville de Douala. Bâti sur une superficie d'environ 64 km², le débit de production quotidien du champ gazier de Logbaba est actuellement de 56 600 m3, soit l'équivalent de 2,5 millions de pieds cubes de gaz. Le développement du champ gazier de Logbaba, inauguré ce jour, emporte avec lui de nombreux avantages. L'on peut citer entre autres le transfert de technologie et la création de nombreux emplois. C'est donc une révolution industrielle sur la voie de l'émergence du Cameroun qui a définitivement pris corps ce 14 novembre 2013. L'usine à gaz du Cameroun est donc installée à Logbaba. Il est question ici de ce défleuron technologique qui, on retient, est implanté dans une localité confrontée à d'énormes problèmes d'enclavement, entre absence d'infrastructures routières, manque d'adduction en eau potable, électrification rationnée, chômage des jeunes ambiants. La notabilité de Logbaba espère tout simplement bénéficier des retombées de l'installation de cette usine dans sa sphère de compétences. José Ngonga nous en dit plus. Situé à la pénétrante est de la ville de Douala, le quartier Ndokpassi, qui accueille le chef de l'État ce 14 novembre, présente fière allure. Pourtant, la localité a du mal à cacher les problèmes qu'elle croyait solubles avec la construction de l'usine à gaz de Logbaba. Le problème, c'était vraiment d'abord cette route, les infrastructures, la route, qui, comme vous avez vu, et comme promesse a été dit, bientôt, les eaux, c'est-à-dire la SINEC, le courant, surtout la SINEC qui nous manque tellement. Outre la question récurrente de l'indemnisation des familles riveraines au projet de gaz de Logbaba, les regards sont désormais tournés vers le recrutement à Rodeo Development des jeunes sans emploi. C'est une bonne chose réellement, mais Ndokpassi n'est pas encore satisfait. Quand on parle de la satisfaction, moi, dans mon sens, c'est recruter les gars, les riverains. Par contre, tout ce qui s'est déclaré archi faux, cette société n'a pas encore embauché un enfant riverain, pour ne pas dire autochtone, à moins qu'ils le prennent faire le manœuvrage temporaire. En tout état de cause, il est permis de garder espoir avec la construction imminente d'une route bitumée de 5 km de long, telle qu'annoncée par le premier magistrat de la ville côtière. L'usine de production à gaz de Logbaba Ndokpassi n'est donc plus un conte de fait. Son inauguration ce 15 novembre 2013 l'a inscrit sur la liste des projets structurants
et permis, chemin faisant, à mieux connaître cette beau gaz au tréfonds de l'arrondissement de Douala 3e. La production sera bénéfique pour le développement de l'activité industrielle nationale. Apollinaire Zoubembon pour les détails. Alors qu'elle salue la venue et l'inauguration de cette structure qui s'ajoute au tissu industriel de Douala-Bassa, nombre de personnes assises dans les tribunes voient en elle une énergie innovante qui apportera une plus-value au développement de l'activité économique. Pour ce qui est de l'usine ou de l'exploitation du gaz par les installations de Rodeo, nous en bénéficions depuis plus d'une année pratiquement et nous en sommes satisfaits. Et je suis très satisfait parce qu'au niveau environnemental, c'est quelque chose qui va apporter un plus dans la zone. Et personnellement, j'invite tous les industriels à épouser pour la production d'énergie, donc également de la vapeur dans leur usine, d'épouser ce projet, de l'accepter. Est-ce que effectivement pour le côté environnemental, c'est de l'énergie propre et vraiment durable. C'est qu'en réalité, le Cameroun, qui a longtemps souffert des délestages et autres, entend, à travers les projets gaziers, se mettre résolument sur le chemin de la croissance. L'énumération n'échappe pas aux structures patronales. Le déficit énergétique est quelque chose qui pénalise énormément notre industrie et donc partant notre économie. Vous savez, une économie qui ne transforme pas est en réalité un comptoir colonial. Parce que si vous ne pouvez pas fabriquer, si vous ne pouvez pas transformer vos produits, si vous ne pouvez pas avoir des produits manufacturés, fabriqués localement, vous êtes un dépotoir commercial, un comptoir commercial pour les autres qui peuvent produire. Et une des contraintes qui pesait sur notre industrie, c'est la contrainte de l'énergie. Donc tout ce qui concourt à résorber ce déficit énergétique est quelque chose de très très soulageant, de très positif. En termes de retombées, les populations n'attendent pas moins. Seulement, au stade actuel, le projet intègre juste les grosses structures. Pour l'instant, nous avons suffisamment pour les grosses industries, comme vous venez de dire. Mais dans les prochaines à peu près 2 ans, nous allons faire encore le forage des puits ici, sur le site qu'on est maintenant. Et puis nous avons fait le gaz comprimé et le gaz liquide prévenant de fournir le marché domestique. À ce jour, cette énergie alimente une vingtaine d'entreprises. Pour marquer leur présence sur le site de l'événement, les chefs du canton Bassa, qui ont salué et combien d'autres personnes l'inauguration de cette usine, ont dit merci au chef de l'État en lui remettant une pirogue, le reflet même de leur tradition, et à la première dame, Chantal Biya, un pagne qui fait de la communauté, qui fait d'elle une idole du canton. Voici à présent une attitude de Sa Majesté Gaston Bodi-Épée. Il est le chef supérieur du canton Bassa au micro de Camus 24. Il s'agit d'une pirogue qui est déjà un moyen de locomotion pour nous les Sawa. Et cette pirogue a en son sein le timonier, ce qui donne la direction, qui est donc le chef de l'État, qui est le grand timonier de la pirogue. Et la pirogue, pour nous, cette pirogue représente le Cameroun, avec donc son chef d'État en tête. Et les autres pagailleurs qui sont donc la population du Cameroun. Madame Chantal Biya, qui est le pain du canton Bassa, constitué de 23 villages qui constituent du canton Bassa, avec tout ce qui est comme symbolique de nos activités traditionnelles, à savoir l'agriculture, la pêche et autres. Parlons de toute autre chose à présent. Économie sociale et artisanale et le rideau qui est tombé sur le salon régional de l'artisanat, le SARAC pour le centre, comme on l'appelle. Cette manifestation des acteurs du secteur de la petite économie placés sous la houlette du gouverneur de la région du centre et sous la houlette donc du gouverneur de la région du centre, on y arrive, a couru du 13 au 15 novembre 2013. Il a d'ailleurs permis aux uns et aux autres de dessiner les contours de l'éclosion de ce secteur. Retour sur cet événement avec Alexis Claude Amougou et Sadou Mamoudou.
contribuent à la promotion des produits artisanaux en vue d'assurer aux 150 participants venus des 10 départements que regorge la région du centre Cameroun. Voici passer en revue l'ambition de cette grand-messe de l'artisanat en abrégé SARAC. Mieux, le salon régional de l'artisanat du centre se veut une plateforme d'échange, mais surtout une voie idoine d'expression des potentiels des artisans pour une saine émulation, et ce pour le grand bonheur des visiteurs. Sur les 150 exposants de cette édition de SARAC, 60 meilleurs sont primés, mais surtout retenus pour le Salon international de l'artisanat du Cameroun, SIARC, édition 2014. Entre échanges, débats et rencontres dans les 203 métiers de l'artisanat et experts du Fonds national de l'emploi et de la délégation régionale du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat ont donné à voir et à entendre ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Allons à présent dans la région de l'Extrême Nord. Et c'était d'ailleurs l'un des titres à l'ouverture de cette édition d'information où un prêtre de nationalité française a été enlevé par les adeptes de la secte islamique dénommée Boko Haram dans la nuit du 13 au 14 novembre 2013. Il était 2 h du matin, rapportent nos reporters locaux. Georges Van der Buch, comme on l'appelle, est âgé de 43 ans. Il officie comme curé à la paroisse de Ngétiri. Il a été enlevé et puis conduit vers le nord du Nigeria. Célestin Tabouli et Divinapi nous en donnent les détails. 7 mois après la libération de la famille Moulin-Fournier kidnappée le 19 février dernier à Dabanga, un autre Français vient de tomber dans les filets de la secte islamiste Boko Haram. Le père Georges Van der Buch vient d'être capturé par les islamistes de la secte islamiste Boko Haram. Tout s'est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi autour de 23 h. Selon des informations recueillies auprès des proches de la victime, un groupe armé composé de plus d'une dizaine des hommes armés se sont introduits dans le monastère de la paroisse de Ngétchewe, dont le français est le curé depuis 3 ans. Ils ont capturé l'homme qui se trouvait à l'instant même dans la paroisse, bien avant l'enlèvement de ce religieux âgé de 43 ans. Les ravisseurs ont défoncé le coffre-fort après quelques menaces, mais curieusement, n'ont rien emporté. Des informations font état de ce que c'est autour de 2 h du matin que les kidnappeurs ont traîné l'homme de Dieu pieds nus vers le nord du Nigeria, en passant par la localité de Kerawa, une autre ville camerounaise, laissant derrière eux un carton contenant 309 munitions. Ils auraient traversé cette ville à l'aide des bateaux, nous apprend-on. Informé du drame, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Awafonka Augustine, et son état-major se sont immédiatement rendus sur les lieux aux premières heures de la matinée pour s'enquérir de la situation. Rappelons que le 19 février dernier, le groupe avait déjà été à l'origine du rapt d'une famille française, les Moulin-Fournier, capturée elle aussi dans cette partie du pays. Les 3 adultes et les 4 enfants avaient été libérés à la fin du mois d'avril, après de délicates négociations conduites par les autorités camerounaises et sans doute le versement d'une rançon de plusieurs millions de dollars. Il ressort que les motivations de l'enlèvement du prêtre pourraient donc être de nature financière. Mais Boko Haram est aussi un mouvement qui a l'habitude de s'en prendre aux communautés chrétiennes nigérianes et aux étrangers. Mais la question qui ne cesse de tarauder les esprits est bien celle de savoir pourquoi est-ce que les Français sont devenus la cible de ces hommes sans foi ni loi qui endeuillent de nombreuses familles depuis des mois au nord du Nigeria. L'affaire est donc à suivre. Allons à présent dans la région de l'Est Cameroun, où un atelier d'imprégnation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication est organisé par le Programme national de développement, de participation au développement, à l'intention des maires nouvellement élus dans la région du Soleil Levant. Ces derniers vont pendant 3 jours se familiariser à l'outil informatique. Des précisions avec Ernest Roméo Tignon et Bintou Akoum. L'objectif global de cette rencontre, riche en échanges, était d'imprégner l'ensemble des nouveaux maires sur les évolutions et le mode opératoire du Programme national de développement participatif qui entend dans un futur proche mettre un accent sur le financement des projets agricoles. Pour une première rencontre,
L'ensemble des maires a reçu des enveloppes qui leur permettront de poursuivre les activités de développement engagées par leurs prédécesseurs. En plus de ces enveloppes, les maires ont reçu du Programme national de développement participatif, le PNDP, un matériel informatique d'un montant global de 4 500 000 francs CFA. Selon les propos de la coordinatrice nationale de ce programme, les communes qui restent encore à la traîne parce qu'elles n'ont pas encore donné leur participation ont intérêt à se mouvoir pour que le processus se mette définitivement en place dans toute la région de l'Est. Un atelier d'imprégnation des nouveaux élus. Ici, dans la région de l'Est, les nouveaux maires représentent 70% du nouveau cru. Et à ce titre-là, ce sont de nouveaux hommes. Il était nécessaire de parler avec eux et il est nécessaire de les mettre en situation. Avant de mettre un terme à ces travaux, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Dibois a prescrit la gestion transparente des moyens financiers et la bonne utilisation du matériel informatique mis à leur disposition. À l'étranger, dans cette édition d'information, l'économie en première ligne avec Bruxelles qui vient de valider le budget de 2014 de la France. Pendant ce temps, Philippines, c'est toujours le désarroi. L'Organisation des Nations Unies avance le chiffre de 4 500 morts au lendemain du passage du typhon Haiyan sur le pays. Pendant ce temps, l'aide humanitaire s'accélère. La mouture de l'actualité internationale avec la rédaction de C24. Des nouvelles pour l'Hexagone. Bruxelles valide le budget 2014. La France, souvent critiquée par une incapacité chronique à se réformer, était particulièrement surveillée. Satisfaite de la Commission européenne, un budget conforme à ses attentes et les objectifs de restitution des déficits pour 2013-2014 dans l'ensemble respecté. Il reste pour Paris de mettre en œuvre un ensemble de réformes, notamment retraite et marché du travail. Une semaine après le passage du typhon Haiyan aux Philippines, l'incertitude sur le bilan demeure. L'ONU avance le chiffre de 4 500 morts non confirmés par le gouvernement. Sur place, les humanitaires parlent d'un enfer logistique. L'aide américaine accrue ces dernières heures devrait donner un coup de fouet aux opérations de secours et soulager un peu les habitants. Après les attaques qui ont visé la garde des Sceaux Christian Taubira, la riposte antiraciste s'organise. Le PS annonce un grand meeting de défense de la République contre les extrémismes le 27 novembre à Paris. Pour Harlem Désir, le temps de sursaut républicain est venu. Christian Taubira, Manuel Valls ou encore Vincent Payon sont annoncés. Une mesure spectaculaire de Pékin, très attendue par la population. La Chine assouplit sa politique de l'enfant unique. Désormais, si l'un des parents est enfant unique, le couple sera autorisé à avoir 2 enfants. Depuis 1979, il fallait que les 2 parents soient eux-mêmes enfants uniques. Nous prenons cette brève en sport avant de sortir de cette édition d'information. La 5e livraison de la semaine et la 15e de ce mois de novembre. Lions indomptables du Cameroun, Aigle de Carthage. La rencontre est annoncée pour dimanche 17 novembre 2013 à partir de 15h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Après 4 jours de stage en Bankomo, les Lions indomptables sont de retour dans la capitale à leur hôtel de résidence, le Mont Fébé. Les 25 convoqués, Samuel Etofis, le capitaine, se disent plutôt déterminés pour l'assaut final. L'équipe a d'ailleurs eu une séance d'entraînement cet après-midi au stade Amadou Ahidjo. La dernière séance avant la reconnaissance du stade est prévue demain samedi. Quant à l'adversaire, la Tunisie, elle est à Yaoundé depuis. Et ce soir, apprend-on des dernières nouvelles de nos correspondants dans la capitale politique du pays. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité au programme de Canal 24 qui se poursuivent. Bonsoir. Thank you.